Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on est le mercredi 17 avril 2024. On est en direct sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Et ce matin nous parlons d'une maladie psychologique. Nous parlons du trouble obsessionnel compulsif, plus communément désigné par son acronyme TOC. Alors c'est quoi au juste? C'est être piégé dans des comportements répétitifs et envahissants qui génèrent peur et angoisse. Alors ça se traduit comment? C'est le fait de compter, c'est le fait aussi de réciter intérieurement une phrase, se laver les mains un certain nombre de fois. Alors comment expliquer les TOC? Où se situe la frontière entre le normal et le pathologique? Comment notre entourage peut-il nous aider? Nous attendons en tout cas toutes vos questions, tous vos témoignages au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Leïla Hassas. Vous êtes psychothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Merci à vous. Avec nous aussi, coach Jamila Benbou Abdallah. Vous êtes coach en PNL et hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté. Bonjour Monia, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Et avec toi aussi, nous allons parler de phobie dans Révanescence. Voilà exactement. Qu'est-ce qu'une phobie? Quelle est la différence entre phobie et peur? Voilà, et il y a une étroite relation avec les TOC aussi. D'accord. Voilà. Très bien, nous allons voir tout ça. Et bien sûr, Samira Hajabar. Bonjour Samira. Et qui voudrait être hypnotisée un jour. Ça n'arrive pas. Ça viendra, on va le faire sur place, je pense. Montrer aux téléspectateurs en fait la pratique. On l'a déjà fait une fois. Exactement. Tu n'étais pas là. Ce jour-là. Ce jour-là, mais on le refera, Inch'Allah, avec Jamila, avec plaisir. Alors, aujourd'hui, dans ta rubrique, tu nous parles? Je vais parler de l'histoire de Amber Pearson, une Américaine qui, elle, souffre d'épilepsie et de TOC, mais qui a subi une opération, on va dire, assez révolutionnaire. Le docteur Hassas me regarde. Je sais de quoi il s'agit. Hein. Ah, très bien. Oui, je sais de quoi il s'agit. Donc, juste raconter son histoire, ce qu'elle a vécu, l'opération qu'elle a subie et le changement radical qu'il y a eu dans sa vie. C'est expérimental, en fait. Voilà, c'est la première fois que ça se fait. Ouais, c'est dans le cadre des essais. Exactement. En espérant que ça marche. Inch'Allah. Merci. Et bien sûr, vous retrouverez la rubrique de Wahida Selmchef ou Hichab. En fin d'émission, c'est dédié à la Palestine, comme vous le savez, ce sera en fin d'émission. Et place maintenant au TOC, voilà, tout simplement. Alors, c'est ce qu'on appelait avant névrose obsessionnelle. Exactement, c'est quoi juste le TOC? Eh bien, ce qui caractérise le TOC, ce sont essentiellement deux choses. D'abord, c'est un trouble obsessif-compulsif. Il y a l'obsession d'abord. Ce sont des pensées, des images qui sont en fait intrusives, récurrentes, qui s'imposent à la personne et qui sont bien sûr douloureuses, anxiogènes. Donc je peux avoir des images qui se répètent sans cesse dans ma tête, qui s'imposent à moi, ou alors des pensées qui peuvent de n'importe quelle nature, de nature différente, mais qui sont caractérisées par le fait qu'elles soient douloureuses, qu'elles soient gênantes, qu'elles soient dérangeantes. Et évidemment, très anxiogène, ça provoque une grande anxiété chez la personne et ça l'amène à la deuxième caractéristique, ce qui est la compulsion. On l'appelle communément aussi le rituel. La compulsion, c'est d'aller vers des actes répétitifs aussi. C'est des rituels en fait. L'acte, c'est pour évacuer l'anxiété liée à l'obsession. Alors, le type d'obsession, ça peut être l'obsession de propreté, de contamination. Ça, c'est les formes de TOC qui existent, parce qu'il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs thèmes et plusieurs formes de TOC qui existent. Et en réalité, on peut même, chez la même personne, on peut retrouver plusieurs TOC. Comme on peut passer d'un TOC à un autre, tout au long de sa vie. Vous voyez? Donc le TOC, vous avez parlé de certains TOC, des rituels en fait, des compulsions, le comptage, la vérification par exemple et tout. Donc il y a plusieurs. On s'est tous retrouvés un jour à vérifier si on avait bien fermé la porte d'entrée ou si on avait bien enlevé le fer à repasser parce qu'on a peur. Vérifier, revérifier encore une fois. Il ne s'agit pas, en fait, ce qu'il faut savoir, vous avez parlé tout à l'heure de la limite entre le normal et le pathologique. Nous avons tous des petits TOC en quelque sorte. On appelle ça, on dit cette personne est maniaque, elle a besoin de vérifier, elle a besoin. Nous avons des manies, tout le monde a ça. J'ai fermé le robinet ou j'ai fermé le gaz et puis après, est-ce que j'ai fermé
Qui m'écolo, tout ça. Voilà. Et je retourne et je vérifie. Puis voilà, je retourne, je vérifie, puis je repars. Et c'est terminé. Oui. Vous voyez? Mais dans le cas pathologique, Mais c'est pas dans ce les qui cas se passe. pathologiques, Oui. par exemple la vérification, eh bien je vais vérifier, puis je reviens, et puis j'ai encore le doute. C'est le doute qui caractérise le TOC. Et je retourne encore, et je reviens, et je retourne. Et ça peut durer comme ça pendant longtemps. Voilà. Pendant longtemps, on continue. Oui. Et en fait, ce qui caractérise le TOC, le vrai, c'est que sa durée dans la journée, c'est la durée, la répétition, la récurrence, et qu'il prend plus d'une heure. C'est envahissant. Ça peut aller jusqu'à 8 heures dans la journée, pas 8 heures forcément 8 d'affilée. heures, 8 heures de rituel. Oui, Oui. mais pas d'affilée. en continu. Ça peut être en discontinu. Mais ça vous bouffe 8 heures de votre Oui, c'est temps. fatigant. Vous imaginez, ça dépend aussi du degré de sévérité du TOC. Mais la plupart du temps, ça va jusqu'à altérer de façon assez sérieuse la qualité de vie, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie familiale. Donc vraiment, c'est très invalidant. J'ai reçu beaucoup de cas, je vois beaucoup de TOC. Et croyez-moi, c'est très, très invalidant quand même, très difficile à vivre. Et ça apparaît à quel âge, ce genre de TOC? Eh bien, ça justement apparaît à un âge assez précoce, ça peut apparaître dès l'enfance. On a À des petite enfants, enfance? oui, petite enfance, je dirais, 5 on ans, peut 6 voir ans, oui. ça peut apparaître à un âge assez précoce. Même à 2 ans. À l'enfance, ça apparaît et puis ça évolue. Après, ça évolue souvent si ça n'est pas traité, et souvent ça n'est pas traité précocement, parce qu'on n'en parle pas. Mais en général, quand on voit une personne vérifier 3 fois que la porte est fermée ou vérifier, se laver les mains 3 fois parce que c'est plus propre quand c'est fait 3 fois et pas 2 fois, on se dit bon, c'est rigolo, ça fait, va. il y a- Mais Absolument. à quel moment, justement, on dépasse cette frontière de c'est rigolo à il y a quelque chose qui ne va non, pas là? oui, tout à fait, parce que, en fait, quand une personne, ça devient gênant quand ça commence à altérer la qualité de vie, c'est-à-dire quand la personne commence à perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps à se laver, ou beaucoup de temps, elle a fait un travail, un rapport au boulot, et puis elle refait, elle revérifie, elle change, elle refait, elle revérifie, et elle est toujours en retard pour remettre ses travaux, par exemple. À la maison, c'est pareil. Elle est là, dès qu'elle touche, elle met la main sur la table, peut-être que la table est contaminée, et je vais me laver les mains, et je dois me laver, et puis c'est très ritualisé, parce qu'il faut que je me lave, par exemple, 4 fois. J'ai eu une patiente qui avait un TOC, eh bien, c'était ce chiffre-là qui revenait 4. Elle allume l'interrupteur, Oui. il faut qu'elle le fasse 4 fois. D'accord. Tcha'al ou taffi 4 fois. Après, il faut qu'elle se lave les mains 4 fois. Il faut, et tout est multiplié par 4. D'accord. 4, 4, 4, 4. un Si c'était rituel, que en fait. l'interrupteur, Ouais. ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais là, c'est des actions qui sont qui se suivent, et c'est 4 fois, 4 fois, 4 Et ça a fois, un 4 sens, fois. ça a une explication. Pour la Juste personne, pour se rassurer. Je peux, C'est- je vous dirai après. D'accord. En fait, le chiffre en lui-même. Oui. Parfois Ça non. dépend de l'histoire de J'ai la une personne patiente aussi. chez qui il y avait le chiffre 4, mais elle, c'était un TOC des rituels conjuratoires. Je Est-ce vous qu'on en peut expliquer parlerai. justement ce que c'est? Je vous en qu'un- parlerai, je vous expliquerai après. Et en fait, elle, parce qu'ils étaient 4, il y avait son mari, son fils, sa fille et elle, ils étaient 4, et c'était conjuratoire, donc il fallait que tout soit Fait 4 fois pour protéger tout le monde. absolument. Donc c'est un cas très, très intéressant. Je pourrais vous en parler un petit peu. On va en parler dans un petit moment Monia, justement. Il Oui, y a un besoin de se rassurer. De se rassurer de pour éviter contrôler un- d'abord, de Voilà. contrôler. Et puisque le cerveau est là pour nous protéger, donc il installe des mécanismes de protection. Oui. Et c'est ça qui crée les rituels, donc il y a toujours un contrôle derrière ça. Et bien sûr que c'est fatigant. Oui. Et C'est sans- épuisant et c'est envahissant. oui, Mais oui. justement, on parle justement aujourd'hui des TOC. Le thème du jour, TOC quand obsession et compulsion s'associent. Donc si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Est-ce que je vous propose, mesdames? Permettez-moi, il y a juste deux mots, parce que j'avais défini un peu. Mais quelque chose d'important, c'est le caractère absurde des obsessions. Souvent, c'est absurde.
Et ce qui caractérise la personne qui a un TOC, vraiment une pathologie, bon, il y a ce qu'on appelle le degré d'insight. Insight, c'est-à-dire la conscience qu'ils ont de la maladie et de l'absurdité de la chose. Oui. Assez souvent, ils ont un insight qui est assez pauvre. D'accord. Et donc, ils ne se rendent pas compte, en fait, de... Et bien sûr, plus l'insight est pauvre... Oui, plus l'insight est pauvre et plus c'est difficile, en fait. Chacun est différent. On peut être conscient de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Ils sont conscients, mais ils trouvent ça tout à fait logique et tout à fait normal. D'autres, non. J'ai eu une patiente qui me disait, je sais que c'est complètement débile, c'est complètement absurde, mais j'y peux rien, je ne sais pas. Ça, c'est le conscient qui le dit, mais l'inconscient... Oui. Je sais que c'est complètement... Moi, je vous parle de ce qui se passe... Oui, je vous parle de ce qui se passe dans l'inconscient. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage que nous propose notre collègue Yasmine Belhidja. Voilà, Yasmine Belhidja, et on reprend tout de suite après. Voilà. Le trouble obsessionnel compulsif, autrement appelé TOC, est un trouble anxieux qui se caractérise par des obsessions et des compulsions. Les obsessions sont des pensées angoissantes et récurrentes qui conduisent les personnes qui en souffrent à un comportement répétitif et ritualisé dans le but de se rassurer. C'est des idées ou des pensées répétitives qui génèrent des comportements répétitifs. Donc, on a des idées ou des pensées qui viennent, qui tournent, et ces pensées-là génèrent un comportement. Donc, la personne doit faire ce comportement-là en répétition, باش نقصوا les idées ou les pensées, ينقصوا بالعقل. Quatrième maladie psychiatrique la plus répandue, les TOC, aussi appelés maladies du doute, devient gênant, invalidant et parfois même handicapant. Les obsessions et rituels peuvent occuper plusieurs heures quotidiennement. On parle alors des troubles compulsifs sévères. En fait, il faut savoir que les TOC viennent des troubles anxieux. D'accord ? Très bien. وقتاش يولونا un problème quand ça commence la personne ne peut plus faire les tâches ديالها quotidiennes, d'accord ? Ne peut pas travailler, ne peut rien faire, d'accord ? Oui, ça s'arrête là, parce qu'elle ne peut pas, d'accord ? Et généralement, c'est ça la demande, c'est que je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. D'accord, la pensée barque, c'est se laver ou peu importe le TOC, les cocaïnes. Il y a ce qu'on appelle aussi mental compulsive, c'est des idées qui tournent, qui ne s'arrêtent pas. D'après واش كنت نهضر دوكا مع البسي alors قالت لي بلي عندك دي توك وهاد الحاجه بداتني بوكو بلوس نهار كي كنا في الكوفيد داكور كي كان المرض كنا نخافوا نمرضوا نغسلوا يدينا طول الوقت مي انا كم كانوا عندي كنت من قبل كنت هكذا كما قلت لكم كبرت في انتوراج هكذا وين كامل لازم نقول لازم نغسلوا يدينا نخافوا لي ميكروب دونك كبرت بهاد ليدي بوكو بلوس زادت كملت عليا كي كنا في الكوفيد وي باسكو وليت نخاف نمرض نخاف يحكمني الكوفيد وليت نغسل يدي بزاف حتى ساعات يوجعوني يحرقوني وي مي هاد الخطا شفتها بلي زادت عليا كثر وليت نطول ساعات من ساعه حتى ل2 سوايع سا مونديكاب دون سونس وين وليت ما نقدرش نكمل واش لازم ندير في نهاري وي عندي لازم نخرج عندي لازم نروح نخدم لازم ندير كذا مي ما نقدرش باسكو هكا وانا نغسل في يدي. Il faut d'abord passer par un psychiatre. Oui, il faut une thérapie médicamenteuse, il faut un traitement. Et en parallèle à le traitement, les TCC. Les TCC, là, c'est la thérapie la plus recommandée, la thérapie cognitivo-comportementale. D'accord ? Très bien. Les TCC, parce que ça aide la personne à identifier ses pensées et ses comportements et à les modifier. Travailler avec la psychologue pour modifier ses comportements et ces pensées-là. Thérapie cognitivo-comportementale ou traitement médicamenteux, la prise en charge est différente d'un cas à un autre. Pour une bonne... Alors, de retour sur le plateau, alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on parle des TOC. Qu'est-ce que les TOC ? On vient de le voir dans le reportage. Donc, le thème du jour, TOC, quand obsession et compulsion s'associent. Si vous avez des questions, des témoignages, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, de recueillir vos témoignages. Tout simplement, en nous appelant au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 99. 91, pardon, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, docteur, quelle est l'origine du TOC ? D'où ça vient ? D'où ça nous vient ?
Pourquoi Ok. du jour au lendemain, on se retrouve avec un TOC, le fait de se Oui. laver les mains ou On faire ne autre se chose? retrouve pas en fait du jour au lendemain, pas forcément du jour au lendemain avec un TOC. D'accord. Hein. Alors il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas une cause déterminée. Je parlais de mon expérience, en tous les cas. Aujourd'hui, il y a des recherches sont orientées vers des causes neurobiologiques, vers des causes génétiques et tout. C'est pas encore tout à fait établi. On sait qu'il se passe des choses dans le cerveau, même dans les problèmes purement psychologiques. Il se passe des choses dans le cerveau. Ça, tout le monde le sait, et je vais pas m'étaler dans ces dédales-là, puisque je m'adresse à un public non spécialisé, donc je ne vais pas les perdre dans ça. Mais je vous dis, les pistes neurobiologiques, les pistes génétiques et tout, sont en exploration actuellement. C'est Ça pas pourrait encore être héréditaire? Sincèrement, moi, je récuserais l'hérédité. Bon, il y a des chercheurs qui s'orientent. C'est encore à l'état de recherche. Même si, et je vous dis ça, j'en ai rencontré, et c'est rapporté dans la littérature, les personnes qui viennent avec un TOC vous rapporteront des cas dans la famille. Effectivement, j'ai eu une patiente dont la grand-mère avait des compulsions, donc forcément des obsessions, et la mère aussi. D'accord. Mais elle me disait, maman et ma grand-mère cachaient leur TOC. D'accord. Ça, on en parlera. Elle le cachait, elle m'a dit, moi, et elle, après, elle a développé des TOC. Ça peut être aussi, on le développe parce que ça peut être des pratiques éducatives. Mimétisme, Des oui. pratiques, plus que le mimétisme, c'est des pratiques éducatives. Attention, lave-toi les mains. Non, Si tu te laves lève pas, les ça mains. serait- Voilà, Oui. exactement. Tu rentres, touche pas les murs, lave-toi les mains, c'est ça le machin. Et donc ça peut donner. Il y a aussi il y a une vague en fait de TOC que j'ai constaté après la Covid. pandémie. Après la Covid, Oui. beaucoup TOC de de nettoyage. gens qui étaient d'hygiène, probablement oui. prédisposés ont développé, et c'était prévisible, on l'a dit avant même que ça quand l'histoire du Covid a commencé, on a dit on va avoir beaucoup de problèmes, on va avoir beaucoup de TOC. Alors, on continue tout de suite. Nous avons un premier appel. Nous avons Zohra qui nous appelle d'Alger. Bonjour Zohra. Bonjour. Ça va vous... صحيتكم؟ Merci, Sahaïdek. Kul aam wa anti bkhair. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, vous nous appelez pour poser une Je question, suis- témoigner. Oui. Oui, je suis une retraitée. Allah yabarak. Voilà, j'ai une phobie du serpent. D'accord. Une phobie Du phobie du serpent. D'accord. Oui, إحنا parce que Phobie spécifique, ça. je l'ai eu dans le balcon. J'ai ouvert le balcon, ça va faire une dizaine d'années. Et il a failli sauter sur moi. D'accord. Et depuis, dès que je vois quelque chose par terre, un ruban, un tuyau, un حاجة هكذا Qui peut طويلة, ressembler à un serpent, oui. un serpent. Alors je commence à paniquer, j'ai de l'adrénaline تطلع لي للراس. C'est une phobie spécifique. Je transpire sans arrêt. D'accord. وعندي un autre توك الباب تاع برا. Oui. كي نجي نغلقها نعاود نولي بزاف من الخطرات باش نروح نقضي. شحال ديريها من خطره تغلقي وتعاودي تحليها تفيريفي بلا مغلوقه بيان. نشوف وي. إلا الباب مغلوقة ولا لا. اسكو تروحي تخرجي حتى لبرا بعد تعاودي تولي للدار باش تعاودي تفيريفي الباب وتعاودي تخرجي بليزيور فوا ديريها فو فيت سا بليزيور فوا فيريفي لا بورت. نديرها زوج ثلاث خطرات ومن بعد نروح. ولو كان ما ديريهاش اسكو سيتي un jour est-ce que vous avez essayé un jour de ne pas le faire de fermer une fois et de partir qu'est-ce qui s'est passé? درتها واحد النهار وقريت القرآن ومن بعد رحت. D'accord. Donc بصح ما قعدتيش مقلقه vous n'êtes pas restée anxieuse par rapport à la porte si elle était ouverte ou pas ouverte fermée. Si. قعدت شوية مقلقة ومن بعد خلاص نسيت. Mais هذه من وقتاش بدات ça fait combien de temps que vous vérifiez la porte? Ça a toujours existé ou là c'est récent? Comment que c'est apparu? لا ملي راحوا دراري وانا وحدي هذيك هي. D'accord, très bien. D'accord. Est-ce que vous... Merci beaucoup Zahra, Qala khair. Merci pour votre témoignage. Merci. l'émission تاعك هايلة. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est pour vous justement. Merci beaucoup Zahra. Merci. Beaucoup de choses à dire Oui. là-dessus. Ah, vraiment. donc, les phobies, justement. On en parlera justement après dans la Vous Alors, allez elle a dire fait- un mot quand même Oui, sur la Voilà, phobie. donc c'est juste une phobie. Elle a été face à un stimulus Oui. qui a créé cette phobie. Et ensuite, par association,
tout ce qui ressemble à un serpent va être un déclencheur de cette phobie phobie et ça va automatiquement. devenir bien sûr irrationnel. Exactement, et Voilà. on va en savoir un petit peu plus Oui, dans Révanescence. oui, oui. Je pourrais dire deux Oui. mots sur cette phobie du serpent, qui est ce qu'on appelle une phobie spécifique, parce que différents types de phobies, ça c'est une phobie spécifique, c'est une phobie du serpent. Et en fait, il a dû se passer quelque chose. Ouais, on a vu, c'était un Elle a serpent eu, dans son balcon. Dans son balcon. Voilà. Alors, justement, je traite beaucoup les phobies et ça se traite très facilement, hein, je vous dirais. Et en général, il y a toujours une origine traumatique. D'accord. Elle a vu un serpent dans son balcon. C'est une C'est origine. le stimulus, Un traumatisme, ouais. c'est pas forcément Wow. un attentat, un truc. Hein. Oui. Ça a un effet traumatique. On cherche, on trouve l'effet traumatique, on traite le traumatisme et c'est traité. Mais ce qui se passe quand on a une phobie comme ça, elle dit après j'ai peur de. Il y a un phénomène qui s'appelle la généralisation. Dans tous les troubles, il y a un effet de généralisation. C'est-à-dire, j'ai peur du serpent. Après, j'ai peur du serpent, du vrai serpent. Tout ce qui Après, j'ai ressemble, peur hein. d'une vidéo où je vois un serpent en mouvement. Après, une image. Après, si je vois une corde, j'ai peur parce que tout ce qui ressemble au serpent serpent, de près ou de et loin. ça va crescendo. Ça va crescendo. Mais docteur, peut-être 100% des gens ont peur des serpents. Déjà, 90% des gens ont Hommes et peur. femmes, hein, Oui, on ont va dire. peur du serpent, c'est Ouais. normal. C'est On un sursaute. serpent, c'est dangereux. Oui. Mais je n'ai pas peur de voir un serpent à la télé. Je n'ai pas peur de voir une corde ou un ruban par terre. Parfois, on Je n'ai pas sursaute. peur de l'évocation du serpent. Ah, d'accord. Et puis quand je vois un serpent, s'il n'est pas sur mon fauteuil, il est loin, je ne vais pas faire une attaque de panique. Je ne vais pas faire une crise d'angoisse. Je ne vais pas tomber dans les pommes. Voilà la différence entre une peur et une phobie. D'accord. Vous voyez? C'est avoir peur là où il n'y a pas de danger. Ça, c'est la première chose. Revenir sur justement Sur sur son le toc. toc de Oui. fermer. Oui, le- oui. voilà, depuis que Je les enfants voulais sont justement, elle me donne l'occasion de parler de quelque chose qui est très fréquent dans le TOC, pour dire que presque systématique, ce sont les comorbidités. partis. D'accord. Les comorbidités, eh bien, les phobies font partie des comorbidités, c'est-à-dire des troubles qui sont associés au TOC. On a les phobies, la phobie sociale, forcément, à force d'être donc mal avec ces TOC et tout, on se retire, et donc notre vie sociale est altérée, on peut développer une anxiété sociale puis une phobie sociale. La dépression est très très fréquente, elle peut être concomitante ou alors consécutive au TOC. L'addiction aussi. Dans le trouble bipolaire aussi, on retrouve le TOC. C'est-à-dire on a très souvent des comorbidités. Et c'est pour ça que le traitement du TOC, on traite le TOC et on traite la comorbidité. Et souvent d'ailleurs, le traitement se fait en parallèle. psychothérapie et en psychiatrie. Donc il y a le psychothérapeute, il y a le psychiatre aussi, parce qu'il y a un apport médicamenteux. Si on n'a que le TOC, il arrive qu'il n'y ait que le TOC, bon, là, ça se discute. Mais quand il y a des comorbidités, surtout à un certain niveau, à ce moment-là, il est absolument nécessaire d'associer les deux. Donc on travaille en étroite En hypnose collaboration. aussi, on traite les TOC. Je vais en parler, oui, je vais en parler de l'hypnose aussi. On reçoit notre appel. Nous avons Ayoub qui nous appelle de Belgique. Bonjour Ayoub. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va et vous? La base, alhamdoulilah. Est-ce que vous pouvez juste diminuer le son de votre téléviseur parce qu'on s'entend, c'est un petit peu Oui, désagréable. tranquille, il n'y a pas de souci. Merci. Ça va sinon, vous allez bien? Ça va, nous allons très bien, Saïd. Votre Algérie, elle va bien? Elle va très bien, alhamdoulilah. Et vous? Invité, vont bien. Alhamdoulilah, merci. Alors, vous voulez parler des TOC. Est-ce que vous avez une question ou un témoignage à apporter? Ouais, j'ai un témoignage. Je voulais Bien sûr. juste vous dire, ça fait 10 ans que je suis en Europe. Je ne suis pas encore arrivé en Algérie. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu l'Algérie. Et l'Algérie elle me manque trop. C'est ma mère. Parce que j'imagine. ma mère, elle est décédée, ça fait 10 ans. Allah Allah yarhamha. Et l'Algérie, c'est ma deuxième mère. Bien sûr. C'est Tu normal. vois? Oui, très bien. Et je voulais juste vous parler, je ne sais pas c'est quoi le sujet du jour, mais je voulais juste vous dire que on est avec l'Algérie jusqu'à la mort, malgré on n'est pas en Algérie, tu vois. C'est très Écoute, bien sûr. On on oublie. n'est pas en Algérie, mais notre cœur il est en Algérie, tu vois. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal.
Tu vois, et je suis avec tonton Shingriha, tonton Tebboune. C'est très gentil, merci beaucoup, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. C'est clair, même si on n'est pas à Alger, et justement Canal Algérie est une chaîne dédiée à la communauté algérienne aussi, qui est à l'étranger. Justement, c'est un lien qu'on garde avec vous pour vous donner des nouvelles, pour vous parler de nous, vous parler de vous pour maintenir aussi, le lien. maintenir le lien. Et je comprends tout à fait l'appel de Ayoub. C'est clair, et ça fait toujours ça donne du baume au cœur, pardon, de parler à des Algériens quand on n'est pas à la maison, quand on est loin. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà, c'est gentil. Merci Ayoub pour votre appel, c'est très gentil. Donc on revient au TOC. Donc voilà, on revient au TOC. Et tout à l'heure nous parlions aussi du TOC. J'ai oublié le nom. Voilà, j'étais perturbée. Conjuratoire. Alors, oui, conjuratoire. Bien. Alors, le conjuratoire, c'est un des types de TOC. C'est des personnes qui ont des obsessions. Par exemple, si je fais ça, il va arriver un malheur. Ah oui. Ouais. Si on rigole trop, par exemple. Voilà. C'est pas trop une superstition, mais ça ressemble. J'ai eu une dame qui avait des TOC conjuratoires, évidemment. C'était, par exemple, sur certaines couleurs. Si je porte du noir, ou si je porte du blanc, il va arriver un malheur. Ah oui. La dame qui avait donc 4, je tourne, je vais vers un rond-point. Si jamais, au moment où je passe par le rond-point, j'ai une mauvaise pensée, eh bien, il faut que je repasse jusqu'à ce que la mauvaise pensée s'en aille, sinon il va arriver un malheur, etc., etc. Donc, c'est ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait ? Alors, les comportements, ce qu'on appelle les comportements de sécurité, c'est soit des rituels, donc je fais ça, ou je fais ça, ou je fais ça 4 fois, ou alors les évitements aussi. Par exemple, cette dame, elle évitait de porter du noir. Mais c'est handicapant tous les jours. Éviter de porter du noir ou éviter de passer par un rond-point, parce que si je Alors, pour le rond-point, elle n'évitait pas, mais c'était encore plus handicapant parce qu'il lui arrivait, il y avait un rond-point pas très loin de chez elle, donc il lui arrivait de passer jusqu'à une demi-heure à tourner, à faire le rond-point, parce qu'il y avait la pensée, la mauvaise pensée, et donc il fallait pendant une demi-heure jusqu'à ce que la pensée s'en aille. Est-ce que l'évitement n'accentue pas encore Oui, alors voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que aussi bien l'évitement que le rituel, il a un effet immédiat, qui est de faire disparaître l'anxiété, totalement. C'est-à-dire, voilà, j'ai une anxiété, je me lave 5 fois, c'est bon, j'ai plus d'anxiété. Je retourne dans ma chambre, l'anxiété revient. Et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça s'aggrave, et ça se généralise à d'autres éléments. Donc, ça ne sert strictement à rien. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que parfois, on a ce qu'on appelle des facteurs de maintien. C'est que parfois même l'entourage, ils ne savent pas quoi faire, évidemment. Ils vont, eux, renforcer le comportement, ils vont renforcer absolument. Si on fait, par exemple, si l'entourage dit cette fois, tu n'as pas lavé 4 fois. Pourquoi ? Voilà. Ou alors, pire que ça, j'ai une autre patiente qui avait un TOC. En fait, elle, c'est parti d'une phobie. Voilà, la phobie des poux. Oui. Parce qu'un jour, il y a eu une pandémie des poux, une épidémie, une épidémie à l'école, puis sa sœur a eu... elle venait de l'école, et puis elle a été contaminée. Et à ce moment-là, elle a développé ce TOC-là. Alors, c'était, bien sûr, tout doit être lavé. Elle vérifiait ses cheveux. Elle portait le foulard, Elle vérifiait ses cheveux, c'est-à-dire elle perdait jusqu'à 30. Elle commence à vérifier, et puis à les vérifier cheveux par cheveux. Je n'exagère pas. Et ça pouvait durer, par exemple, 4 heures. Elle rentre pour prendre sa douche. C'est pareil, elle doit laver d'abord, tout laver et relaver plusieurs fois. Elle lave 4 fois, elle vérifie. Ensuite, avant de rentrer dans la baignoire, elle vérifie encore ses cheveux. Et ça pouvait durer une demi-journée. La douche, c'était une demi-journée. Et puis, l'entourage, c'était quoi ? Par exemple, personne ne pouvait s'approcher d'elle. Il fallait qu'il y ait une distance de 1,5 m, je crois. Oui. Surtout ses sœurs.
Et donc, l'entourage marchait dans ce truc-là et il s'éloignait. Aussi s'éloigner aussi. Elle ne faisait pas le ménage, par exemple, parce que, justement, si elle fait le ménage, elle va toucher et tout. Et l'entourage marchait. Et donc, quand ils arrivaient devant elle, ils s'éloignaient. Donc ça, c'est un facteur de maintien. Nous avons encore un appel. Nous avons Noura qui nous appelle d'Alger. Bonjour, Noura. Allô, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Alhamdoulilah. Bon, c'était pour vous exposer un cas. D'accord. J'ai une sœur qui habite en France. Et il y a des bêtes qui lui sortent de partout. Comme des puces, comme des je sais pas moi, des fois comme des boules de neige, des fois comme des pelotes, vous savez, et ça la démange. Il lui sort de partout, du nez, des yeux, des oreilles, de la tête. Elle pense qu'elle est en train de gratter. D'accord, donc elle pense qu'il y a des bêtes qui sortent d'elle, des insectes qui sortent d'elle, donc elle se gratte tout le temps. Des insectes qui sortent de son corps. D'accord. Et alors là, des nerfs partout, pas moins. Hier, je l'ai emmenée parce qu'elle est là en Algérie. Hier, dit est-ce qu'elle avait un psychologue ou un thérapeute? Oui. Un psychiatre? Je ne sais pas ce que c'est que cette maladie-là. D'accord. Et c'est tout le temps, elle le voit tout le temps, ou il y a des événements qui font que ça apparaît à un certain moment? Non, tout le temps. D'accord, très bien. Tout le temps. Elle a l'impression qu'il y a des bêtes qui sortent de son corps. Des oreilles. Et ça, d'accord, très bien. Donc, c'est apparu après un événement ou ça a toujours été le cas? Non, elle était chez elle en France. Elle pensait quand il y a eu l'épidémie des puces, là. Voilà. D'accord. Quand il y a eu des punaises, l'épidémie des punaises en France, elle pensait que c'était une épidémie. Et malheureusement, c'était son corps qui... Son corps. Alors, elle a désinfecté chez elle, elle a mis les bombes, comment qu'on appelle ça, des bombes à la maison. Oui. Mais elle a pris les mesures nécessaires justement pour se débarrasser, mais du coup, elle croit que c'est en elle maintenant. Elle pensait que c'était ses meubles, mais ce n'était pas ses meubles, c'était son corps. D'accord, très bien. Merci Nora pour votre appel et restez à regarder l'émission. On va essayer de répondre justement à votre témoignage. Merci beaucoup Nora pour votre témoignage. Donc elle croit qu'il y a des bêtes qui sortent d'elle. Donc c'est après l'épidémie Donc il y a un déclencheur, ça peut être une phobie, comme ça peut être... Bon, écoutez, là... Bon, j'aurais posé d'autres questions, évidemment. Est-ce qu'elle est consciente d'abord que ce n'est pas vrai? Que ce n'est pas vrai. Ou alors elle pense réellement qu'elle a des bêtes qui sortent de son corps. Est-ce qu'elle les voit, les bêtes, ou pas? D'accord. Ce qui serait des hallucinations ou pas. Donc il y a un certain nombre de questions auxquelles on doit répondre pour savoir, en fait... Quelle est l'orientation thérapeutique pour ce cas-là? Cela dit, elle dit que ça a été déclenché par l'épidémie des puces. Donc, il y a probablement, si elle était chemothérapie, j'aurais exploré, j'aurais fouiné encore, probablement une origine traumatique par rapport à cela. À quel moment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout, et on finit par trouver en fait et par traiter. Maintenant, si par contre ça arrive au stade des hallucinations, elle voit des bêtes marcher sur son corps, des choses comme ça, là, peut-être qu'il y a lieu de faire appel à un psychiatre. Voilà, oui. Est-ce qu'elle est consciente ou pas? Il y a là ce qu'on appelle, si elle est anosognosique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente de son trouble, ou là si elle n'a pas d'insight, là aussi c'est important consulter peut-être chez un neurochirurgien ou un spécialiste pour voir non, pas un neurochirurgien. Pour voir si c'est pas une autre maladie qui ferait peut-être apparaître des... Un psychiatre fera la fin. Mais elle dit qu'elle s'imagine qu'elle a des bêtes. Oui. Donc... neurochirurgien, non, ça n'a rien à voir. C'est entre le psychiatre et le psychothérapeute. D'accord. Mais bien sûr, on ne peut pas déjà comme ça donner des indications. Il faut bien explorer, il faut un entretien d'investigation très approfondi pour savoir exactement ce qu'il en est. Ça peut relever de la psychothérapie, mais ça pourrait aussi relever. En même temps, ce qui s'est passé en France, c'était terrible. Les gens étaient piqués et on avait forcément. C'est pour ça que je dis ça peut relever de la psychothérapie. Ce qui fait partie aussi des TOC, c'est l'idée d'avoir des images, d'avoir peur, de passer à l'acte, de faire des choses. Oui, c'est ce qu'on appelle
appelle la phobie d'impulsion. Ce qu'on appelle la phobie d'impulsion, j'en ai reçu aussi. Effectivement, c'est classé dans les TOC. À un moment, on classait ça dans les phobies. C'est plus classé dans les TOC. D'abord, la première chose que je dis aux patients qui viennent avec une phobie d'impulsion, ils ont peur en fait de se faire du mal ou de faire du mal aux autres et de commettre des choses affreuses. Donc, je leur dis d'abord, quelqu'un qui a une phobie d'impulsion ne passe jamais à l'action. Ça, il faut le savoir. Les gens qui ont une phobie d'impulsion, la maman, souvent ça arrive d'ailleurs après l'accouchement, des femmes qui ont peur de balancer leur bébé par la fenêtre ou de le balancer contre le mur et tout. Donc je leur dis, quelqu'un qui a une phobie d'impulsion ne passe jamais à l'acte. Il n'y a pas de passage à l'acte. Mais c'est vraiment, c'est très difficile à vivre. Hein. Vivre avec ça, parce que ça les rassure de le savoir. Ben oui, c'est une angoisse insupportable. Mais ça se traite très très bien. D'accord. Ça se traite très très bien et ça se guérit complètement et tout. Donc ils ont en général comment dire, le comportement de sécurité, c'est les évitements. J'ai peur de me balancer mon enfant par la fenêtre. J'évite ou je m'éloigne le plus possible des fenêtres. Par exemple, la dame qui avait un TOC dont j'ai parlé avait aussi, alors ce qu'elle avait, elle cachait tous les couteaux. Il ne fallait pas qu'elle utilise le couteau parce que d'ici le couteau est là, et ben j'ai peur de. Et puis ça, j'aimerais quand même faire un petit crochet sur quelque chose qui nous arrive à tous. Je suis dans la cuisine en train d'utiliser mon couteau, puis je me dis, mon Dieu, et je me fous un coup de poignard dans. Ça arrive. Ou alors de se dire, et si jamais je peux poignarder quelqu'un. Oui. Non, mais si mon mari qui passe, qui m'a énervé hier, je vais te regarder. Ah, peut-être, si on est énervé, peut-être. Même pas quand on est énervé. Des fois, l'image ou l'idée peut traverser la personne, mais elle traverse et elle s'en va. Mais chez le phobique d'impulsion, elle est là, elle continue, elle revient, elle se renforce. C'est obsessionnel. Elle se renforce, il va même dans des détails, et plus on etc. essaie de ne pas y penser, et plus on y pense. Ah oui, c'est comme si je vous disais maintenant, et je dis aux téléspectateurs, ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Hein. Tout le monde parle. Oui. Et tout de suite, vous avez l'éléphant rose entre les yeux. Qui apparaît. C'est la négativité, le cerveau ne connaît pas. J'aimerais dire quelque chose après sur ça. Ah, nous allons revenir sur les solutions, juste après les rubriques. Nous allons revenir sur les solutions, comment traiter justement les TOC, comment s'en débarrasser, quelles sont les thérapies à suivre. Mais tout de suite, nous allons passer à la phobie. Qu'est-ce que la phobie? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est dans Révanescence et c'est tout de suite. Ouais. Donc on est de retour sur le plateau, c'est Révanescence, et aujourd'hui nous parlons des phobies. Avec toi, qu'est-ce qu'une phobie? Alors, une phobie, c'est une peur irrationnelle. Donc, imaginez que vous avez une amie bienveillante et qui vous protège. Oui. Là, c'est la peur. La peur, elle est là pour vous protéger. Et imaginez que cette amie devienne envahissante. Elle vous alerte à chaque fois qu'il y a quelque chose, même si ce n'est pas un danger, elle vous alerte. Et là, ça devient étouffant, fatigant. Et là, c'est la phobie. Donc, ça devient irrationnel. D'accord. Voilà. Donc, la phobie, bien sûr, il y a toujours un déclencheur, comme on l'a vu avec la personne qui a intervenu, Zohra. Voilà, donc Hia, c'était le déclencheur, c'est qu'elle a vu un serpent. Et donc, elle a généralisé ça à d'autres. Ça peut même se généraliser vers d'autres animaux. Voilà, donc alors, pendant que la phobie, on a des réactions qui interviennent comme dans la peur. Donc, on a par exemple des tremblements. Zohra avait dit qu'elle avait des sueurs. Et les sueurs interviennent par exemple quand la personne s'apprête à combattre. Et la sueur, elle est là pour par exemple refroidir les muscles. Voilà. Il peut y avoir aussi des battements du cœur. Donc, les battements du cœur, il y a une forte pression de sang. C'est là quand il y a un danger qui se rapproche et qu'on doit partir ou s'enfuir. Alors, ces mécanismes dans la phobie vont se mettre en place sans même qu'il y ait un danger. D'accord. Voilà. Et aussi, par exemple, dans la peur, dès qu'on est rassuré,
il y a l'amygdale, par exemple, qui nous rassure, et ça déclenche la raison qui nous dit qu'il n'y a pas de danger, donc on est rassuré. Donc dans la phobie, la différence entre la phobie et la peur, c'est que la peur, on peut la contrôler, mais pas la phobie. Mais pas la phobie. Oui. Dans la phobie, il y a une coupure, donc le lobe préfrontal, il est coupé, la raison, elle est coupée, donc plus rien nous rassure. C'est pour ça que la personne commence à faire des gestes, c'est-à-dire qu'elle s'en fout de ce que les autres diront. Elle peut monter sur une table, elle peut... elle perd complètement le contrôle. Voilà. D'accord. Et comment ça apparaît? On l'a vu avec le témoignage où elle a vu un serpent dans son balcon, elle a eu peur qu'il lui saute dessus et tout ça, mais en général, il y a certaines phobies où on n'est pas en contact avec un animal, mais par contre on est déjà phobique. Donc comment ça apparaît? Ça peut être acquis pendant l'éducation. Par exemple, j'ai eu en cabinet une personne qui avait la phobie des chats. Et c'était pas elle, c'était sa mère qui oui, à chaque fois qu'elle voyait un chat, elle commençait à crier, donc elle avait des gestes irrationnels. Et depuis qu'elle était petite, elle a vu cette réaction chez sa maman. Et elle-même, elle a développé cette peur des chats, même si jamais elle a été confrontée à un chat qui lui a fait du mal. Ou là. Voilà. Et ça peut être aussi, pardon, voilà, excusez-moi. Donc ça peut être aussi inné. Par exemple, la phobie du son. Elle est innée. Du son, du bruit ou du... non, le son S-A-N-G. Voilà. Voilà. Et justement, le fait de s'évanouir, bon, il y a la phobie du son et c'est une autre étape de l'évanouissement, c'est-à-dire la personne, elle se coupe carrément de ses émotions et de la réalité. Et bien sûr, il faut savoir que derrière tout ça, le cerveau essaye de protéger la personne. C'est un mécanisme de défense que la personne met en place pour se protéger. Donc, par exemple, en thérapie, on va amener la personne à pas la confronter directement, mais en dissociation, c'est-à-dire que c'est son double qui va aller confronter cette phobie et se rassurer qu'il n'y a pas de danger. Et ensuite, bien sûr, l'intégrer. Et ensuite, voilà, c'est comme ça. Ça peut prendre plusieurs séances, mais la personne peut complètement guérir de la phobie. Ça peut prendre une séance, comme la personne qui avait peur des chats. En une seule séance, elle a réglé son problème. Une seule séance d'hypnothérapie, ça allait beaucoup mieux. Elle pouvait prendre un chat dans les bras. Elle avait besoin d'autres séances, mais au moins, dès qu'elle voyait un chat qui se rapprochait, elle n'avait pas cette réaction démesurée. Exactement. Voilà. Donc ça a facilité la vie à cette personne. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Merci Jamila. Avec grand plaisir. J'aimerais apporter quelque chose, si tu permets, Mounia, concernant la phobie et ce qui se passe, le mécanisme en fait. La phobie, à l'origine, et moi je dis toujours ça, même dans les conférences, rien ne tombe du ciel, il s'est toujours passé quelque chose. Il se passe quelque chose. Et à partir de là, on développe... en fait, on a été confronté à un danger. Ça peut être l'animal, ça peut être la phobie des hauteurs, ça peut être beaucoup de choses. Il s'est passé quelque chose, on a été confronté à un danger réel. Ce qui se passe dans le cerveau, nous avons des zones du cerveau, l'amygdale, comment on appelle ça? On a les... oh là là, les trucs en forme d'amande là. Des capteurs. Les noyaux, donc noyau latéral, noyau central, noyau basal au niveau du cerveau, qui sont en alerte et tout. Et quand le cerveau se met en alerte, il y a 3 types de réactions, c'est connu. C'est fuir. Les 3 F, fight, flight or freeze, c'est en anglais. C'est combat, fuite ou figement. Figé. Voilà. Le figement, c'est le stade extrême. C'est la paralysie. C'est quand l'animal, la proie par exemple, quand le prédateur arrive, la petite gazelle est figée, il fait le mort et souvent, ça peut être salvateur. On reviendra peut-être dans une autre émission sur les phobies parce qu'on n'a plus le temps. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur les solutions des TOC? Quels sont quels sont les traitements disponibles? Est-ce qu'il y a forcément un traitement ou il y a une thérapie à suivre? Les thérapies comportementales, c'est ça, TCC? La relaxation n'est pas une thérapie. En fait, les traitements, il y a
évidemment, le traitement médicamenteux vient en appoint. D'accord. Il est toujours associé. Le traitement médicamenteux seul donnera une amélioration, mais ne traitera pas. Le traitement de choix, évidemment, c'est ce qui se fait partout dans le monde, c'est la thérapie cognitive comportementale, voilà. TCC. Et quand on parle de TCC dans le TOC, c'est l'EPR, c'est l'exposition avec prévention de la réponse. C'est-à-dire, tu vas t'exposer, mais tu ne feras pas ton rituel. Mais c'est précédé toujours d'une psychoéducation. Moi, dans mes thérapies, je fais énormément de psychoéducation. C'est-à-dire que je me transforme en prof, j'explique, je fais des schémas. Il m'arrive de passer même sur data show, de passer comme ça des choses et tout, pour bien expliquer, pour que les gens comprennent. Je fais d'abord une psychoéducation sur l'anxiété, sur l'émotion. Les gens ne savent pas que l'émotion, l'anxiété, ça a une durée de vie très courte. Très courte. Ça ne dure que quelques minutes. Et donc, tu as l'impression d'avoir les mains sales. Tu ne vas pas te laver les mains. Eh bien, même si tu fais absolument rien, ça partira quand même. Donc, c'est d'expliquer tout ce qui se passe, comment les comportements de sécurité ont un effet négatif et comment par cette thérapie, mais il n'y a pas que ça. Moi, dans mes thérapies, je cherche aussi ce qu'il y a derrière. Je dis, c'est toujours passé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Et je trouve. Et donc, je traite dans une autre technique, moi je traite en EFT, je traite les traumatismes et tout. Donc, je fais un traitement intégré, plusieurs thérapies. Donc, il y a le traitement médicamenteux, les TCC, l'hypnose. J'ai traité un TOC idéatoire avec une séance d'hypnose aussi. Donc, c'est en fonction du cas qui se présente à nous, ça se traite. Mais attention, le résultat n'est pas toujours garanti. Il faut que les gens comprennent à 100%. On a des guérisons spontanées, 5% des cas. Le résultat peut être pas à 100%, mais l'essentiel, si la personne arrive à bien vivre avec son TOC, à le gérer, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci, docteur. Et tout de suite, nous passons directement à la rubrique de Samira Hadjamar pêle-mêle. Attendez. On n'a pas encore fini, on est encore là, justement. Oui, la fabuleuse histoire d'Amber Pearson, on a un petit peu présenté tout à l'heure les choses. C'est une jeune américaine, c'est une trentenaire. Elle avait une qualité de vie assez, on va dire, précaire, puisqu'elle est épileptique et en même temps elle a des TOC. Donc entre deux crises d'épilepsie, elle faisait énormément de TOC, entre autres se laver les mains à répétition, vous l'avez dit tout à l'heure, vérifier sa porte à plusieurs reprises. Mais je crois le plus triste pour elle, c'est qu'à un moment, elle avait tellement peur, quand elle changeait la litière de son chat, elle devait prendre une douche systématiquement, peut-être 2 fois. Donc redouche après. Et donc, le plus triste pour elle, c'était peut-être l'isolement social. Elle ne pouvait plus manger à côté de sa famille, de ses amis. Elle mangeait seule, donc le lien social s'est rompu. Pour elle, c'était un problème. Mais en même temps, ce qui était le plus urgent, je crois, pour son chirurgien, c'était, qui est Ahmed Arsalan. On a des photos, je ne sais pas si on peut les voir. Voilà, c'était de la soigner par rapport à ses crises d'épilepsie. Donc elle avait déjà subi des opérations au niveau du cerveau. Et là, donc, ils étaient en train de discuter de mettre un implant dans le cerveau. Et c'est là où donc la jeune américaine a proposé de mettre aussi un implant pour ces TOC. Et c'est une idée que le chirurgien Ahmed Arsalan a trouvée très intéressante. Ils l'ont fait et sa qualité, ils l'ont fait en février dernier. Et ce qui a changé radicalement, voilà, on les voit tous les deux, donc Amber Pearson et donc elle est allée pour se soigner pour ses épilepsies, en même temps elle devait subir une opération, c'est-à-dire on devait lui installer un implant dans le cerveau pour soigner réduire ses crises d'épilepsie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle-même a proposé un implant pour ces TOC qui étaient, je pense, plus handicapants que ces crises d'épilepsie. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois que ça se fait. Ça s'est passé aux États-Unis, vous êtes au courant, docteur Hassez, et qu'elle a gagné, elle a gagné beaucoup dans sa journée, puisque ces TOC ne se produisaient plus que pendant 30 minutes
en journée. Ouais, elle a gagné sa journée. Hein, Non, en fait. oui, Voilà, pendant 30 minutes, elle souffrait. Voilà, c'est une très belle histoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à titre expérimental. C'est la première fois que ça se fait. On espère que ça va marcher. Effectivement, on parle dans la littérature maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font, effectivement, d'intervenir chirurgicalement sur certaines zones du cerveau. Il y a beaucoup de choses qui se font. Ils sont au stade de l'essai. De recherche. C'est des essais, hein. Oui. Donc c'est pas encore établi parce que ça part d'hypothèses. Donc il y a Ça a des peut-être essais marché qui se font. avec elle, mais ça c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire ça sera pas c'est forcément le des cas essais, pour- ça a besoin de plus, donc il faut des essais contrôlés, du recul, randomisés, et il faut beaucoup D'accord. de travaux pour que ça soit établi et que ça soit... J'ajouterais juste une chose pour finir, c'est que récemment, l'intelligence artificielle a été mise au service de la science, de la médecine, et un médicament a été inventé pour contrer l'Alzheimer. Voilà. C'est révolutionnaire aussi. Exactement. Voilà. Merci Sabira, merci pour cette dernière information. Merci à vous, mesdames et Merci, messieurs, Monia. pour votre intervention. Et tout de suite, nous passons à la rubrique Oui Cher. Oui. ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغلي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ورب العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي ورب العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هو مصحف التضحية ما نخاف عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك ديني نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, et Wahida Selmchef est avec nous. Bonjour Wahida. Bonjour Monia. Ça va? Alhamdulillah, tranquille. Et toi? Alhamdulillah. Très bien aussi. Alhamdulillah. Oui Cher, c'est tout de suite? Oui. Après le jingle? Comme à l'accoutumée, Oui Cher est dédié à la Palestine et aujourd'hui tu nous parles d'eux. Alors, depuis quelques semaines, il y a un collectif qui s'est mis en place. C'est un collectif d'artistes, auteurs, compositeurs, cinéastes, réalisateurs. En fait, l'idée est très sympathique. Elle a démarré depuis fin mars, j'allais dire décembre, je ne sais pas pourquoi, fin mars. L'idée était très simple. Tu as vu, Mounia, lorsqu'il y a eu des attaques et tout, il y a eu des réactions à chaud et en langue arabe palestinienne. Donc, ce n'est pas tout le monde qui puisse comprendre le message si c'est en une langue étrangère. Donc, on a cette chance de comprendre et d'être vraiment sensible à ce qui se dit, mais une personne qui ne parle pas la langue arabe... À l'international, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Oui. Et du coup, il y a eu des artistes qui se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on peut contribuer et faire passer le message et faire revivre les situations et faire revivre les malheurs que les Palestiniens sont en train de vivre. En fait, l'idée est très simple. C'est de reprendre les moments touchants, phares, il y en a tellement, là où juste après l'incident, la personne réagit. Donc il y a eu des pleurs, il y a eu des pertes, de grosses pertes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils les ont traduits en langue étrangère, que ce soit en français ou en anglais. Le principe est très simple, c'est d'être assis dans une chambre noire où on ne décèle pas vraiment le profil de la personne. On n'a pas besoin de reconnaître le narrateur, voilà, avec une voix émotionnelle. Donc, quand on le réécoute, moi, quand je les ai réécoutés, j'avais l'impression d'écouter ça pour la toute première fois, traduit en anglais et en français. Je vais vous faire découvrir une vidéo pour... On va le voir en vidéo? Exactement. D'accord. On va voir comme ça pour comprendre de quoi il s'agit. C'est très émotif, vous allez voir. J'ai soigné un bébé d'environ 1 an. La couche pleine de sang, son bras droit et sa jambe droite avaient été arrachés. Je l'ai soigné au sol car il n'y avait ni civière ni lit disponible. Et quand le chirurgien est venu bander ses moignons afin de faire cesser l'hémorragie,
J'imaginais qu'on l'aurait directement transféré au bloc opératoire à cause de son urgence médicale. Mais à la place, les choix impossibles auxquels sont confrontés les médecins de Gaza font que ce bébé n'était pas considéré comme l'urgence de la journée. Il y avait une liste d'attente et la salle d'opération était déjà pleine de cas encore plus urgents. Je me suis demandé ce qui pouvait être bien plus urgent qu'un enfant d'1 an, sans bras, sans jambes, qui saigne et s'étouffe dans son propre sang. Oui, pas besoin d'image. Voilà. Très la touchant. voix, on n'a pas besoin d'image, on le ressent avec le ton de la voix, Exactement. la façon dont c'est narré. Exactement. Oui. Il faut savoir que c'est un témoignage d'un médecin urgentiste qui s'est déplacé en Palestine, il est volontaire, et lorsqu'il est revenu dans son pays, on lui a accordé une interview, et souvent quand on accorde une interview, ça dure des minutes, et puis on ne capte pas vraiment les moments phares et les moments émotionnels. Il faut savoir que juste après, le médecin en question était très malade émotionnellement, et puis on a capté ces moments où il a parlé d'une anecdote où un enfant qui était vraiment blessé. Partout dans le monde, un enfant, c'est une priorité lorsqu'il va dans un hôpital. Voilà, mais malheureusement, en Palestine, ce n'est pas le cas. À l'heure où plusieurs artistes ont du mal à s'exprimer, ils ont peur d'être blacklistés. Il faut savoir qu'il y a ceux qui ont pris leur courage à deux mains. Ils s'expriment, ils véhiculent ce qui est en train de se passer en Palestine. Ils font appel à un cessez-le-feu immédiat, à libérer la Palestine et surtout apporter de l'aide à la population palestinienne qui est en train de souffrir chaque jour un peu plus. Exactement. Voilà. Merci. Avec plaisir, Merci Mounia. Wahida. Merci pour ce témoignage très poignant, très waouh. Merci encore. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Dès lundi, vous nous retrouvez en direct sur Canal Algérie à 10h30 pour une émission cette fois-ci sur la musicothérapie, quand la musique et le son nous fait du bien. Et on en a besoin, besoin pour un peu passer cette période pas très facile non plus pour nos frères et nos sœurs en Palestine. Bonne journée.